Debout près de la fenêtre du salon, je regarde la pluie tomber silencieusement sur les rues de la banlieue de Boston. Les gouttes glissent sur la vitre, comme si elles racontaient une histoire que je n'entends pas. La lumière de la bougie sur la table à manger vacille, projetant mon reflet sur la vitre sombre. À 40 ans, on me dit encore que je suis élégante, mais mon regard trahit une tristesse que je ne peux cacher. Mon mari, Gaël, est en voyage d'affaires, cette fois pour un mois à Lyon. Ces voyages sont devenus le rythme régulier de notre vie, un peu comme je suis la poussière des photos de famille que personne ne regarde plus. Mais ce soir, alors que la pluie tombe et que la maison est silencieuse, je ne me sens pas seulement seule, je suis invisible. Par moments, je me demande si j'existe vraiment. Je me regarde dans le miroir et je vois une femme que je ne reconnais plus. J'étais Adèle, la femme vibrante qui aimait la vie, qui souriait avec éclat, qui croyait que l'amour pouvait tout surmonter. Il y a 19 ans, quand j'ai rencontré Gaël, il me regardait comme si j'étais tout son monde. Ce regard me rendait spécial, comme si je pouvais tout faire. Mais le temps a volé ce regard, le remplaçant par des paroles polies, des hochements de tête absents et un silence pesant. Maintenant, quand je parle à Gaël, j'ai l'impression de parler à un inconnu, quelqu'un qui ne se souvient de moi que lorsqu'il a besoin d'un dîner ou d'une chemise repassée. Je ne lui en veux pas entièrement. Ce n'est pas un homme mauvais. C'est juste un homme absorbé par son travail, ses vols, ses contrats, un monde auquel je n'appartiens plus. Mais son absence ne se limite pas aux jours où il n'est pas à la maison. C'est un abandon profond, qui me donne l'impression de ne pas exister. J'ai essayé de combler ce vide par des routines quotidiennes, préparer les repas, que Gaël mange rarement avec moi, nettoyer une maison trop grande pour deux, sourire à mes voisins comme si tout allait bien. Mais plus j'essaie, plus je m'efface, comme un fantôme dans ma propre vie. Je me tiens souvent devant nos photos de famille, fixant le sourire que j'avais autrefois. Sur une photo, Gaël et moi sommes à la plage, main dans la main, les yeux pétillants de bonheur. À côté de nous, Monty, le fils de Gaël, issu de son premier mariage. C'était un garçon timide au sourire discret. Je suis devenue la belle-mère de Monty quand il avait 9 ans, et j'ai fait de mon mieux pour l'aimer, pour fonder une famille où nous serions tous à notre place. Mais maintenant, en regardant ces photos, je ne vois que des faux semblants. Mon sourire sur ces photos n'est plus réel. C'est un masque qui cache un cœur qui se meurt lentement. Je me demande comment j'en suis arrivée là. Comment une femme si pleine de vie est-elle devenue une ombre? J'ai tant sacrifié mes rêves, mes loisirs, moi-même pour être l'épouse dont Gaël avait besoin, la belle-mère que Monty respectait. Mais à quel prix? Ce prix, ce sont ces nuits où je suis allongée, seule, à écouter la pluie, me demandant si quelqu'un me voit vraiment, se soucie vraiment de moi. Ce prix, ce sont ces jours où je me regarde dans le miroir et où je ne me trouve pas. Il y a des moments où j'ai envie de crier, de briser ce silence, de dire à Gaël que je meurs dans cette maison. Mais je ne le fais pas. J'ai peur que, si je le fais, il me regarde avec des yeux vides, comme s'il ne comprenait pas ce que je dis, ou pire, qu'il s'en fiche. Alors, je reste silencieuse, continuant à jouer l'épouse parfaite, la belle-mère dévouée. Mais au fond de moi, j'aspire à quelque chose, un regard, un mot, un geste pour me rappeler que je suis toujours en vie. Ce soir, sous la pluie qui tombe et la flamme de la bougie qui scintille, ce désir est plus fort que jamais. Je repense aux années passées, au moment où j'attendais le retour de Gaël, espérant qu'il me regarde comme avant. Mais il ne le fait pas. Il rapporte des cadeaux de ses voyages, un foulard en soie de Paris, un bracelet de Dubaï, mais ils ne peuvent combler le vide qui me ronge. Je veux qu'il me voie vraiment, et qu'il me dise qu'il m'aime. Mais ces mots ne me sont pas parvenus depuis si longtemps, et je ne sais pas s'ils me reviendront un jour. Je pense à Monty, le beau-fils que j'ai élevé depuis qu'il était petit. Monty a 19 ans maintenant. C'est un adulte. Il étudie dans une université d'une autre ville. Je me souviens de son enfance, quand je l'aidais à faire ses devoirs, quand il m'appelait Adèle d'une voix hésitante. J'ai essayé d'être une bonne belle-mère, même si je savais que je ne pourrais jamais remplacer sa vraie mère. Monty a toujours gardé une distance respectueuse, et je respectais cela. Mais parfois,
je me demande s'il me voit comme une femme ou simplement comme une partie intégrante de cette maison, comme les photos au mur. Je sais que ce n'est pas la vie dont je rêvais. Quand j'étais jeune, j'imaginais une vie pleine de passion, d'amour intense et d'aventures sans fin. Mais au lieu de cela, je suis ici, dans une maison magnifique mais froide, avec un mari qui n'existe que par moments fugaces et un beau-fils que j'aime mais que je ne comprends pas vraiment. J'ai essayé d'accepter cette vie, en me disant que c'était la meilleure que je puisse avoir. Mais ce soir, alors que la pluie tombe et que la bougie brûle faiblement, je ne peux plus me mentir. Je suis seule, et cette solitude me ronge. Je me demande, quelqu'un l'a-t-il déjà ressenti? Avez-vous déjà vécu dans une maison parfaite, où tout est à sa place, mais dont le cœur est si vide? Je ne veux pas être cette femme, celle qui vit pour les autres mais pas pour elle-même. J'aspire à être aimée, vue, à me rappeler que j'ai encore de la valeur. Mais ce désir s'accompagne d'une peur profonde. J'ai peur que, si je me laisse vivre, je détruise tout ce que j'ai construit. J'ai peur de trahir Gaël, de trahir Monty, de me trahir moi-même. Je me détourne de la fenêtre, mes yeux se posant sur la bougie vacillante. Cette petite flamme semble lutter pour survivre, tout comme moi. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais un changement arrive. Peut-être une tempête plus violente, peut-être un moment qui bouleversera tout. Je ne suis pas sûre d'être prête à l'affronter, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de me retrouver, même si cela implique de faire face à des conséquences que je n'imagine pas encore. Je me dirige vers la table à manger et souffle la bougie. L'obscurité enveloppe la pièce, mais dans mon cœur, une petite étincelle brille encore, une étincelle d'espoir, de désir et de peur. Je monte les escaliers, le cœur battant la chamade, comme pour me rappeler que, malgré ma solitude, je suis toujours en vie. Le lendemain matin, je me réveille avec le même vide, comme si j'avais laissé une part de moi-même dans mon rêve de la nuit dernière. La lumière du soleil d'avril filtre à travers les rideaux et se répand sur le parquet du salon. Mais cela ne suffit pas à chasser le froid qui me glace le cœur. Debout dans la cuisine, je prépare du café. J'écoute le ronronnement régulier de la machine et je me demande si aujourd'hui sera différent d'hier. Gaël est parti il y a 5 jours, et cette maison, pourtant grandiose et belle, n'est plus qu'une coquille vide. Je pose la tasse de café sur la table, regardant la vapeur monter et une tristesse familière m'envahir. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à être invisible. Peut-être était-ce quand les conversations avec Gaël se sont transformées en échanges polis, en réponses courtes que ni l'un ni l'autre n'écoutions vraiment. « As-tu dîné ?» demandais-je, et il répondait « oui », dans l'avion, avant de disparaître dans son bureau avec son ordinateur portable. Avant, nous parlions de tout, de nos rêves, de nos peurs, des bêtises qui nous faisaient rire tous les deux. Mais maintenant, je ne sais plus ce qu'il pense, et je doute qu'il se soucie de ce que je pense. Ce que j'avais autrefois est parti depuis longtemps, laissant un vide que je ne sais pas comment combler. Je me souviens de l'époque où j'étais jeune et naïve, quand aimer Gaël était la chose la plus facile au monde. Il me regardait avec des yeux qui me faisaient me sentir au centre de l'univers, comme si je pouvais tout faire. J'ai abandonné mes rêves, une carrière d'écrivaine, voyagé à travers le monde pour être la femme dont il avait besoin. Je ne le regrette pas, pas complètement. Mais debout dans la cuisine que j'ai décorée avec soin, je me demande si ce sacrifice en valait la peine. J'ai tant donné, et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est le silence, Gaël voyage, une maison trop grande, et un cœur qui se meurt lentement. Je ne lui en veux pas. Du moins, j'essaie de ne pas le faire. Ce n'est pas un homme cruel. Il rapporte des cadeaux de ses voyages, un foulard en soie de Paris, un flacon de parfum de Dubaï, et il dit toujours qu'il fait tout pour la famille. Mais ces cadeaux ne peuvent combler le vide qui est en moi. Je ne veux ni foulard en soie, ni parfum. Je veux qu'il me voie vraiment, et qu'il me dise qu'il m'aime. Mais ces mots ne me sont pas parvenus depuis si longtemps, et j'ai peur qu'ils ne me reviennent jamais. Je me dirige vers la bibliothèque du salon, où nos photos de famille sont soigneusement rangées. J'en prends une, regardant mon sourire d'il y a 10 ans. Sur la photo, Gaël et moi sommes debout sur la plage, main dans la main, les yeux pétillants de bonheur. À côté de nous, Monty, alors âgé de 14 ans, au sourire timide.
Je suis devenue la belle-mère de Monty quand il avait 9 ans, et j'ai fait de mon mieux pour l'aimer, pour fonder une famille où nous nous sentions tous bien. Mais maintenant, en regardant la photo, je ne vois que des faux semblants. Mon sourire n'est plus réel. C'est un masque qui cache un cœur brisé. Je pense à Monty, aujourd'hui âgé de 19 ans, un adulte étudiant dans une autre ville. Je me souviens quand il était petit, quand je l'aidais à faire ses devoirs, quand il m'appelait Adèle d'une voix hésitante. J'ai essayé d'être une bonne belle-mère, même si je savais que je ne pourrais jamais remplacer sa vraie mère. Monty gardait toujours une distance respectueuse, et je respectais cela. Mais parfois, je me demande s'il me voit comme une femme ou juste comme un élément de cette maison, comme les photos sur l'étagère. J'ai passé ma vie à maintenir cette famille unie, à m'assurer que tout soit parfait. Je cuisine des repas que Gaël mange rarement avec moi. Je fais le ménage dans une maison que personne ne remarque. Je souris aux voisins comme si je vivais une vie heureuse. Mais intérieurement, je m'efface. J'ai l'impression d'être une actrice dans une pièce que personne ne regarde, jouant le rôle de l'épouse, de la belle-mère, mais personne ne me voit vraiment. Je me demande si je mérite d'être oubliée ainsi. J'ai tout fait comme il fallait. J'ai été loyale, je me suis sacrifiée, j'ai aimé. Mais pourquoi mon amour ne suffit-il pas? Pourquoi est-ce que j'aspire à quelque chose de plus? Un regard, un mot, un geste pour me rappeler que je suis toujours en vie. Je sais que ce désir est dangereux. Il me fait penser à des choses que je ne devrais pas, tout laisser derrière moi, recommencer, trouver une vie où je peux être moi-même. Mais alors, je pense à Gaël, à Monty, aux vœux que j'ai faits devant l'autel. Je ne peux pas les trahir. Je ne peux pas détruire la famille que j'ai passé ma vie à construire. Mais l'idée d'une autre vie ne me quitte pas. Elle est là, comme une ombre qui me suit toujours. Je sors sur le porche, laissant l'air frais d'avril m'envelopper. Le ciel est gris, comme s'il reflétait mon humeur. Je pense aux rêves que j'ai abandonnés, aux livres que je voulais écrire, aux villes que je voulais explorer. Je les ai tous mis de côté pour Gaël, pour Monty, pour cette famille. Mais maintenant, seul sur le porche, je me demande s'il réalise ce que j'ai sacrifié. Gaël ne le réalise pas, il est trop occupé par son travail. Monty non plus, il a sa propre vie à l'université. Et je me retrouve avec moi-même, des questions sans réponse. Je suis en conflit intérieur. Une partie de moi veut continuer à être l'épouse parfaite, la belle-mère dévouée, même si cela signifie m'enterrer. Mais une autre partie, celle que j'essaie de réprimer, aspire à vivre, à être aimée, à être vue. J'ai peur que, si je la laisse parler, je perde le contrôle. J'ai peur de faire quelque chose que je ne me pardonnerai pas. Mais j'ai aussi peur que, si je continue à vivre comme ça, je disparaisse complètement, plus Adèle, juste une ombre. Le lendemain matin, je suis dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le déjeuner, lorsque j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Je m'arrête, écoutant les pas familiers, mais ils ont un rythme différent, plus assuré, plus fort. Monty entre, apportant avec lui le souffle du monde extérieur, un monde auquel je n'appartiens plus depuis si longtemps. Adèle, appelle-t-il d'une voix grave. Et quand je lève les yeux, je vois un homme qui n'est plus le garçon timide que j'ai connu. Monty, maintenant âgé de 22 ans, grand et large, avec des yeux d'un bleu profond comme l'océan, pétillant d'une vitalité que j'avais oubliée depuis longtemps. Tu es radieuse aujourd'hui, dit-il, un sourire doux mais sincère. Je ris, balayant le compliment d'un geste de la main comme si de rien n'était. Mais mon cœur bat vite. Pour la première fois depuis des années, je me sens vue. Monty est rentré pour les vacances de printemps, et sa présence est comme une brise qui souffle dans cette maison silencieuse. Je m'étais habituée au silence, au tic-tac de l'horloge et au bruit de la pluie contre les fenêtres. Mais avec Monty de nouveau présent, la maison semble revivre. Nous allons au marché ensemble, choisissons des tomates mûres et plaisantons sur qui ferait les meilleurs spaghettis. Le soir, nous nous asseyons ensemble pour regarder de vieux films à la télévision, et je me surprends à sourire plus légèrement. Mais cela s'accompagne d'un malaise, une petite voix dans ma tête m'avertissant que je m'aventure en terrain dangereux. J'essaie de garder mes distances, me disant que c'est juste une relation familiale normale. Monty est le fils de Gaël,
le garçon dont je m'occupe depuis ses 9 ans. Je l'aidais à faire ses devoirs, je l'ai conduit à son entraînement de foot, je l'ai réconforté quand sa mère lui manquait. J'ai essayé d'être une bonne belle-mère, même si je savais que je ne pourrais jamais remplacer sa vraie mère. Mais Monty n'est plus un garçon, c'est un homme, et son regard n'est plus le même. Bien sûr, réponds-je, même si je sais que le vin est la dernière chose que je devrais prendre en ce moment, pas quand j'ai le cœur serré. Monty revient avec 2 verres de vin rouge, la lumière des bougies se reflétant dans le liquide sombre. Nous trinquons, et le son est faible mais aigu, comme un avertissement. Je prends une gorgée, l'amertume se répandant, et j'essaie de garder une voix posée. Cet orage est intense, dis-je en regardant par la fenêtre, où la pluie martèle la vitre comme si elle voulait la briser. Monty hoche la tête, mais ses yeux ne me quittent pas, tu sais, Adèle, dit-il d'une voix basse et posée, j'ai toujours aimé les orages. Ils rendent tout réel, comme s'ils enlevaient tout faux semblant. Ces mots me font frissonner, comme s'ils parlaient de moi, des masques que je porte depuis des années. Nous commençons à parler de choses que nous n'avions jamais partagées auparavant. Je lui parle de ma jeunesse, quand je rêvais d'écrire un livre, quand je pensais que la vie serait une aventure sans fin. Monty écoute, sans jamais m'interrompre, le regard fixé comme si j'étais seule au monde. Il me parle de sa solitude à l'université, de sa solitude au milieu de la foule, des nuits où il se demandait s'il avait vraiment sa place quelque part. Je suis surprise de constater à quel point nous nous ressemblons, 2 personnes prisonnières de nos propres vides, cherchant à les combler. Tu mérites d'être aimée, Adèle, dit Monty d'une voix douce mais ferme. Tu mérites quelqu'un qui te donne l'impression d'être tout pour lui. Ces mots sont comme une vague qui emporte toutes mes défenses. Mon cœur s'arrête, et l'espace d'un instant, j'ai envie de crier qu'il a tort, que je ne le mérite pas, que j'ai promis d'être fidèle à Gaël. Mais je ne peux rien dire, car au fond de moi, je sais qu'il a raison. J'ai soif d'être aimée, d'être vue, qu'on me rappelle que j'ai encore de la valeur. Et Monty, avec ce regard, avec ces mots, me donne ce que je n'ai pas eu depuis si longtemps. Je baisse les yeux vers le verre de vin que je tiens, les doigts tremblants. Je sais que je devrais me lever, dire que je dois aller me coucher, quitter cette pièce avant que les choses n'aillent trop loin. Mais je ne le fais pas. Je reste assise là, laissant le silence s'installer, la lueur de la bougie vaciller entre nous. Et puis, Monty me prend la main. Sa main est forte, et c'est un lien que je n'ai pas ressenti depuis des années. Je ne me retire pas. Une voix dans ma tête me hurle que je devrais arrêter. Je le regarde dans les yeux, et j'y vois une sincérité, un désir qui reflète le mien. Et puis, comme attirés par une force invisible, comme si nous disions tous les 2 des choses que nous ne pouvons exprimer par des mots, je fonds. Comme si tous les murs que j'ai construits s'écroulaient, pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment vivante, vraiment aimée, vraiment vue. Mais dès que c'est fini, la réalité me frappe comme un vent froid. Je me lève, marmonnant qu'il faut que j'aille me coucher, et je cours presque hors de la pièce. Je ferme la porte de ma chambre, m'appuie contre le mur, le souffle court. Qu'ai-je fait? J'ai trahi Gaël, trahi Monty, trahi moi-même. Je m'assois sur le lit, le visage dans les mains, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Ce n'était pas juste une comédie, c'était la destruction de toutes les valeurs auxquelles je croyais. Je suis l'épouse de Gaël, la belle-mère de Monty. J'ai promis d'être loyale, d'aimer, de protéger cette famille. Mais je me suis laissée emporter par ce moment. Je me suis laissée submerger. Je savais que j'avais tort. Je me déteste pour ça, mais je ne peux pas nier que, pour un instant, j'étais vivante, aimée, vue. Je suis une criminelle, mais aussi une femme qui vient de se redécouvrir. Le matin où Monty part, je suis debout à la fenêtre du salon, regardant le taxi l'emmener dans les rues de la banlieue de Boston. Le soleil d'avril brille doucement sur les arbres, mais mon cœur est un vide glacial. Je ne l'ai pas salué. Je n'ai pas pu supporter de le regarder dans les yeux une dernière fois. La veille, il s'est tenu devant moi, les yeux emplis d'hésitation, et m'a dit, « Je ne regrette rien, Adèle, mais je ne veux pas te gâcher la vie. » J'ai simplement hoché la tête, la gorge serrée, incapable de parler. Je ne sais pas si c'était du soulagement, seulement qu'une partie de moi est partie avec lui lorsqu'il est sorti.
La maison retrouve son silence familier, mais ce n'est plus pareil. Tous, du canapé où nous étions assis ce soir-là à la bougie qui s'est consumée, portent la marque de ce moment. Je parcours les pièces, époussetant la bibliothèque, réorganisant les photos de famille. Mais chaque mouvement est lourd, comme si je portais une pierre dans mon cœur. J'ai trahi Gaël, trahi Monty, trahi moi-même. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas la culpabilité, c'est la vitalité que je sais que je ne retrouverai plus jamais. Debout devant le miroir de la salle de bain, je me regarde. Mes yeux sont fatigués, mais une nouvelle lumière s'y dégage, un changement que je ne peux nier. Ce moment avec Monty n'était pas qu'une trahison. C'était un rappel que je peux encore ressentir, que j'ai encore soif d'amour. Mais le prix de ce réveil est une profonde cicatrice, un secret que je dois garder en silence. Je me demande si je peux continuer à vivre ainsi, à jouer l'épouse parfaite, la belle-mère dévouée, alors que mon cœur se brise sous le poids de ce que j'ai fait. Gaël revient à la fin de la semaine, apportant de Lyon une petite boîte contenant des boucles d'oreilles. Il sourit, me raconte ses réunions, ses dîners d'affaires, comme si tout était normal. J'acquiesce, je souris, mais chaque mot qu'il dit est comme une illusion. Je le regarde, l'homme que j'ai promis d'aimer pour toujours, et je me sens comme une imposture. Il ne remarque pas le changement en moi. Il ne voit pas comment j'évite son regard, comment je garde mes distances. Je me demande s'il m'a vraiment vue ou si je ne suis qu'une partie de sa vie, une épouse, une femme de ménage, une ombre subtile dans cette maison. Chaque nuit, je m'allonge auprès de Gaël, écoutant sa respiration régulière et cette distance invisible entre nous. Je repense aux années que nous avons passées ensemble, aux jours où il me regardait avec amour. Je me demande si je peux lui pardonner de m'avoir oublié, de m'avoir laissé mourir dans la solitude. Mais je réalise alors que la vraie question ne concerne pas Gaël, elle concerne moi. Puis-je me pardonner? Puis-je vivre avec ce secret? Ou me consumera-t-il de l'intérieur? Je commence à voir mon mariage sous un jour nouveau. Gaël n'est pas un homme mauvais, mais il m'a laissé dériver comme un navire perdu en mer. Son indifférence m'a poussé sur ce chemin, mais je ne peux pas le blâmer entièrement. C'est moi qui ai choisi, qui me suis laissé emporter par ce moment avec Monty. Je pense à lui, à ses yeux, à la façon dont il m'a fait croire que j'avais encore de la valeur. Je ne regrette pas cette vitalité, mais je souffre du prix que j'ai payé. J'ai retrouvé une part de moi-même, mais j'en ai aussi perdu une autre, celle que je croyais bonne, loyale, juste. J'essaie de reprendre mon quotidien, mais tout est différent. Quand je cuisine, je me souviens des soirées que Monty et moi avons passées dans la cuisine, à rire autour de spaghettis. Quand je regarde la télévision, je me souviens des nuits où nous étions assis ensemble, la lumière des bougies sur son visage. Chaque souvenir est une blessure, me rappelant ce que j'ai fait et ce que j'ai perdu. Je me demande si Monty pense à moi, s'il porte ce secret comme moi ou s'il l'a laissé derrière lui comme un instant fugace pendant ses vacances de printemps. Chaque matin, je me réveille avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, se déversant sur le parquet du salon, mais elle n'apporte plus l'espoir d'autrefois. La maison est toujours aussi belle, avec ses photos de famille dépoussiérées, ses tasses à café soigneusement rangées dans le placard, mais tout cela n'est qu'une façade. Je suis debout dans la cuisine, à préparer du café par habitude, écoutant la machine ronronner, le secret comme une pierre dans mon cœur. Cela fait des semaines que Monty est parti, mais il ne m'a pas quitté. Il est là, dans chaque recoin de la maison, dans chaque regard que j'évite avec horreur, dans chaque rêve qui me réveille avec culpabilité. Je regarde par la fenêtre, où les arbres de la banlieue de Boston se parent d'un or pâle au début de l'automne. Ma vie paraît normale de l'extérieur, je cuisine, je fais le ménage, je souris à mes voisins. Mais à l'intérieur, je suis quelqu'un d'autre. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce que ça m'a rappelé que je peux encore ressentir. J'ai toujours soif d'amour. Mais cet éveil a eu un prix que je n'avais pas anticipé, une profonde cicatrice dans mon âme, une question à laquelle je ne peux répondre. Comment continuer à vivre après avoir détruit les valeurs auxquelles je croyais? Gaël ne remarque toujours pas le changement en moi. Il revient de ses voyages avec de petits cadeaux et des anecdotes sur son travail, comme si rien n'avait changé. J'acquiesce, je souris,
mais chaque mot qu'il dit me rappelle que je vis dans le mensonge. Je le regarde, l'homme que j'ai promis d'aimer pour toujours, et je me sens comme une imposture. J'évite son regard. Je garde mes distances quand il me regarde, car j'ai peur que, s'il me regarde trop longtemps, il voit le secret qui brûle en moi. Je me demande s'il m'a vraiment vu ou si je ne suis qu'une partie de sa vie, une épouse, une femme de ménage, une faible ombre dans cette maison. Chaque nuit, je m'allonge à côté de Gaël, écoutant sa respiration régulière et la distance invisible. Je repense aux années passées ensemble, aux jours où il me regardait avec amour. Je me demande si je peux lui pardonner de m'avoir oublié, de m'avoir laissé mourir de solitude. Mais je réalise que la vraie question ne concerne pas Gaël, elle concerne moi. Puis-je me pardonner? Puis-je vivre avec ce secret? Ou me consumera-t-il de l'intérieur? Je pense à Monty, à son regard, à la façon dont il m'a fait sentir que j'avais encore de la valeur. Je ne regrette pas cette vitalité, mais je souffre du prix que j'ai payé. J'ai retrouvé une part de moi-même dans cette erreur, mais j'en ai aussi perdu une autre, celle que je croyais bonne, loyale, juste. Je commence à me questionner davantage. Qui suis-je? Une épouse, une belle-mère, ou simplement une femme qui se cherche à nouveau? Je repense aux valeurs auxquelles je croyais autrefois, loyauté, sacrifice, amour. J'ai construit toute ma vie autour d'elles, mais maintenant, je les vois s'effondrer comme une maison sur le sable. Debout devant la bibliothèque, je regarde les photos de famille. Sur l'une d'elles, Gaël et moi sommes ensemble sur la plage, main dans la main, les yeux pétillants de bonheur. À côté de nous se trouve Monty, alors un petit garçon au sourire timide. J'ai essayé d'être une bonne belle-mère, même si je savais que je ne pourrais jamais remplacer sa vraie mère. J'ai essayé d'être une bonne épouse, même si Gaël ne me voit plus. Mais maintenant, en regardant la photo, je vois une Adèle différente, une Adèle qui n'avait pas cette cicatrice. Je me demande si je peux redevenir cette femme ou si j'ai changé à jamais, comme si j'étais debout devant un carrefour, ne sachant quelle voie prendre. Un chemin mène à Gaël, au devoir, à la sécurité d'une vie familière. Mais c'est un chemin de tromperie, où j'enterre mon secret et continue de vivre comme une ombre. L'autre chemin mène à la vérité, à affronter ce que j'ai fait, mais cela pourrait tout détruire, mon mariage, ma relation avec Monty, et moi-même. J'ai peur des deux chemins, mais je sais que je ne peux pas rester immobile indéfiniment. Je dois choisir, même si ce choix me fera mal. Je monte sur le porche, laissant l'air frais d'avril m'envelopper. Le ciel est bleu pâle, mais je pense à l'amour, à la présence, à ce que j'ai appris de mon erreur. Je réalise que l'amour ne se résume pas à un engagement, à des vœux ou à des cadeaux de voyage d'affaires. L'amour, c'est la présence, le regard qui vous voit, les mots qui vous font sentir vivant. Gaël ne m'a pas donné ça, et je l'ai cherché chez Monty, même si c'était un endroit où je n'aurais pas dû chercher. Mais je réalise aussi que je ne peux pas les blâmer entièrement. J'ai fait ce choix, et c'est moi qui dois en assumer les conséquences. Je retourne parmi les vivants.